Bien. D'abord, je vous remercie vraiment de m'avoir invité. Euh, c'est le signe pour moi que vous et d'autres invitations dont je parlerai rapidement, c'est le signe que, contrairement à une impression immédiate qu'on peut avoir, qui est de dire ils sont en train de gagner, on est nul, on n'y arrive pas, etc., des choses sont en train de bouger. Je ne vais pas vous faire part de mon agenda, mais j'ai un agenda où je n'ai plus le temps de me reposer. Tant sont nombreuses les sollicitations aujourd'hui venant de secteurs extrêmement différents, et qui tournent tous, c'est ça qu'il y a de nouveau depuis 3 4 ans, autour de la dimension formation politique. Et ça, c'est un signe. J'ai des demandes du côté de la CGT, donc de militants syndicalistes qui viennent me demander est-ce que tu pourrais pas venir nous aider à construire une formation syndicale qui soit autre chose que ce qu'on vit actuellement dans la CGT. J'ai des demandes du côté de militants des jeunesses communistes en rupture avec le Parti communiste qui viennent me dire mais nous on n'est pas content de ce qui est en train de devenir notre parti et est-ce que tu peux pas venir nous faire des formations? Vous m'invitez vous? Donc voilà, c'est ce type de dimension. C'est un indicateur que nous sommes dans une période où les gens repèrent, ou un certain nombre de militants en tout cas, pas les gens, un certain nombre de militants, repèrent qu'ils ont besoin de s'armer théoriquement et idéologiquement par rapport au combat qu'ils ont à mener. Et ça, c'est toujours un indicateur que nous sommes sortis de la dimension recul et que nous sommes de nouveau sur la dimension offensive. C'est d'ailleurs confirmé par d'autres faits, qui sont des faits non pas liés à la formation, mais des faits objectifs. Les difficultés de l'impérialisme français en Afrique indiquent que les peuples sont sortis de la dimension recul et sont de nouveau sur la dimension contre-offensive. Le fait que le gouvernement du Mali, aujourd'hui, demande à ce que la France soit jugée à l'ONU pour sa pratique au Sahel est un indicateur que des choses sont en train de bouger. Donc nous ne sommes plus dans la phase de recul qui a été inaugurée, en gros, je veux dire, avec la chute de l'Union soviétique et la vague de contre-révolution mondiale qui a eu lieu. Et ce qu'il y a de nouveau, par contre, depuis 3 4 ans, c'est cette compréhension qu'on a besoin de se former politiquement et idéologiquement pour mener le combat. Ça, donc, je voulais vraiment vous remercier de m'avoir invité là-dessus. Vous avez très bien compris ce qui me travaille. Ce qui me travaille, c'est pas seulement de produire des ouvrages. Ce qui me travaille, c'est comment on fait passer la théorie nécessaire à la compréhension du système capitaliste, du système impérialiste, comment on est capable de la faire passer aux grandes masses. Nous avons des camarades qui savent écrire et qui écrivent des choses extraordinaires, mais qui sont dans l'incapacité, qui n'y arrivent pas à parler aux militants simples. Ces camarades sont nécessaires, c'est très bien, il faut lire ce qu'ils écrivent, mais nous avons besoin d'autre chose. Nous avons besoin aussi de ce travail, non pas de vulgarisation, c'est le mauvais terme, ce travail de partir des masses telles qu'elles sont pour les faire progresser dans la compréhension théorique du monde et dans la compréhension théorique de l'oppression. C'est ce qui me travaille. Je ne dis pas que j'y réussis. Je suis très, très honoré quand tu me dis que j'y réussis, donc ça me fait plaisir. Mais en tout cas, c'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Seconde précision que je voulais apporter avant d'entrer dans les questions que tu vas me poser, c'est de préciser théoriquement, idéologiquement, comment je me définis. Je suis marxiste-léniniste. Je suis marxiste-léniniste, mais j'ai grandi dans un pays impérialiste. Et très vite, je me suis aperçu qu'il y avait des déviations, des déformations nombreuses, fréquentes, dominantes, eurocentriques du marxisme. Autrement dit, que le marxisme, qui avait vocation à comprendre le monde, à tenter une analyse scientifique du mode de production capitaliste, était empêché dans son efficacité par un certain nombre de représentations, de préjugés liés à la dimension de domination qu'avait la France sur le reste de la planète. Autrement dit, la dimension impérialiste touchait cela. Et c'est important d'avoir ça en tête, parce que ça veut dire que la défense aujourd'hui des théories de l'émancipation, et en particulier du marxisme, passe par la réappropriation de ce qu'était l'objectif de Marx,
et de ce qu'était son véritable message, et qui est aujourd'hui déformé par de nombreuses dimensions. On pourra l'aborder en cours de débat. Autrement dit, j'essaye d'appliquer au marxisme le marxisme. J'essaye d'appliquer une analyse matérialiste du marxisme. Et à Marx lui-même. Marx est le premier à l'avoir dit. Il dit lui-même dans ses écrits, les écrits de fin de vie de Marx par exemple, disent « Certains de mes textes, lorsque j'étais tout jeune, sont des textes qui étaient marqués par l'eurocentrisme. » Autrement dit, le marxisme lui-même est une évolution. La force de Marx a été justement, c'est un des rares à avoir justement accepté de remettre en cause des affirmations qu'il a eues à un moment donné parce qu'il se confrontait à la réalité. Lénine va venir derrière et Lénine va être encore plus clair, parce que Lénine est né dans un pays qui était dominé par l'impérialisme. Et Lénine va faire un grand apport justement en critiquant l'apport, enfin la dimension eurocentrique du marxisme dominant. La Seconde Internationale, à l'époque, défendait l'idée que la révolution ne pouvait venir que des pays industrialisés. Lénine le premier de nous dire « Oh, à quoi vous jouez ? Moi, je suis dans un pays qui n'est pas un pays où on a prévu la révolution. » Et l'approche que fait Lénine va justement nous permettre de débloquer un certain nombre de verrous eurocentriques qui avaient été l'héritage antérieur. Le troisième point de précision que je voulais aborder, c'est sur la pertinence de votre choix. Après, j'arrête de vous lancer des fleurs. Non, du particulier au général, c'est effectivement ça. C'est tout le projet marxiste-léniniste. Partir de l'oppression concrète des gens pour leur faire prendre conscience de la dimension systémique du capitalisme. Oui, nous ne venons pas à la révolution par les mêmes chemins. Certains vont être confrontés à l'oppression sexiste, et par la prise de conscience que le sexisme est lié au capitalisme, ils vont en arriver à une prise de conscience révolutionnaire. Certains vont venir par l'antiracisme, et par la compréhension que l'antiracisme est lié à un système d'oppression, vont en arriver à une dimension révolutionnaire. Autrement dit, tout le projet révolutionnaire est celui de passage du particulier au général. Et c'est tout la nécessité d'une formation politique que de permettre, non pas la négation du particulier, les problèmes particuliers qu'opposent les gens sont réels. Les gens ont raison de se battre contre le racisme, ils ont raison de se battre contre le sexisme, ils ont raison de se battre sur leurs problèmes particuliers, spécifiques, etc. Mais la compréhension que ça, c'est en lien avec un système social dominant, que ça, c'est en lien avec un mode de production économique, eh bien, c'est ça le chemin qui permet la prise de conscience. C'est d'autant plus important que nos ennemis l'ont très bien compris. Il y a une dizaine d'années, vous savez, la force de la CIA, l'intérêt de la CIA pour nous, c'est qu'ils ont une règle, c'est qu'au bout d'un certain nombre d'années, généralement c'est 20 ans, d'autres c'est 30 ans, donc, ils publient leur rapport interne. Et donc, des choses qui étaient cachées, ils les rendent publiques. Et il y a un rapport, qui s'appelle le rapport sur le courant postmoderniste de la CIA, qui définit un programme d'action avec des milliards de dollars qui étaient prévus pour financer des revues, lancer des mots, lancer des concepts, lancer des modes, etc. Et c'était argumenté comment ? Donc c'est le programme pour la promotion du postmodernisme. C'était quoi l'idée principale ? Détruire l'idée de système. C'est-à-dire qu'amener les gens, non pas à nier les oppressions existent, mais de ne pas comprendre le lien entre l'oppression sexiste et le capitalisme, entre l'oppression raciste et le capitalisme, entre l'impérialisme et le capitalisme. C'est découper, donc empêcher une analyse, la compréhension systémique des choses. Les dominants ont toujours peur qu'on pense en termes de système dominant. Parce que dès qu'on a compris qu'on pense qu'on a affaire à un système dominant, eh bien, on se pose la question de comment détruire ce système dominant. Tant qu'on n'a pas compris ça, eh bien, on est sur des approches qui peuvent être par morceaux justes, mais qui ne touchent pas la cible, etc. Donc, du particulier au général, c'est vraiment le bon thème qu'il fallait choisir. J'avais dit que j'arrêtais de vous faire des compliments, mais encore un dernier. Encore un dernier.
vous avez choisi de commencer votre cycle par l'immigration. C'est un signe que vous n'êtes pas imbibé d'eurocentrisme. C'est un signe. Il faut quand même... Allez, je vais être méchant. Tous ceux qui se revendiquent du marxisme ici en Europe, quand même, et qui marginalisent la question de l'immigration, qui la considèrent comme secondaire. Alors qu'un des plus grands apports de Marx a été de montrer, par exemple, en ce qui concerne l'Angleterre, qu'il n'y avait aucune perspective de transformation en Angleterre si on n'abordait pas la question de l'immigration de manière correcte. Et il posait de tête, je vous cite Marx, mais c'est de tête, c'est cité dans le livre où vous retrouvez la phrase exacte, où Marx nous dit « La division de la classe ouvrière entre Irlandais et Anglais, liée aux préjugés coloniaux qu'ont les ouvriers anglais vis-à-vis des travailleurs immigrés irlandais, liée à la colonisation de l'Irlande par la Grande-Bretagne, cette division-là est le secret, ça je suis sûr qu'il l'a dit, c'est la phrase d'après que je... Et le secret, en gros, de l'incapacité de la classe ouvrière anglaise à vaincre, à gagner, à faire la révolution. Dans tous les pays impérialistes, cette situation est exactement la même. Dans tous les pays impérialistes, la question de l'immigration est une question indissociable de la question de classe, et la question de classe ne peut pas être résolue, ne peut pas avancer sans prendre en compte la question de l'immigration. Puisque l'immigration vient poser à l'intérieur de la classe sociale des contradictions activées par le capitalisme pour diviser, pour empêcher l'unité des travailleurs. Donc en choisissant cela, vous montrez que vous êtes un peu moins touché par l'eurocentrisme. Je ne veux pas dire dégager l'eurocentrisme, ça on verra au fur et à mesure de vos positions. Mais pour l'instant, j'ai rien lu qui m'embêtait, je vous le dis très franchement. Autre élément, excusez-moi, les introductions sont importantes parce que avant de répondre aux questions, c'est important de... si on regarde... Oui, j'ai préparé mon intervention comme si on était en formation, puisque c'est ce que vous m'avez dit, donc c'était une dimension de formation. Donc, excusez-moi si parfois ça prend la forme d'un exposé construit de formation, etc. Une des premières formes de réappropriation de l'autonomie de pensée, c'est de rompre avec les modes de pensée qu'on nous a imposés dans nos formations. On nous a imposé des modes de pensée qui étaient des modes de pensée de la logique formelle. Une cause, un effet. Et donc, on voit une réalité, on cherche une cause. Du coup, on ne pense plus en tant que système. On a l'impression que c'est tout simple. Il y a quelque chose, je dois chercher la cause. C'est un peu plus compliqué que cela. Un des premiers apports de Marx, justement, c'est d'avoir refusé la logique formelle et d'avoir formalisé une méthode, une logique, qui était la logique dialectique, qui est pour moi incontournable pour analyser le monde aujourd'hui. Très rapidement, ce n'est pas l'objet, je pourrais revenir si vous le souhaitez pour faire une séance là-dessus, parce que ça me semble complètement central. Marx nous dit, pour comprendre une réalité, il y a 4 lois qui sont incontournables. Incontournables. La première, c'est de considérer ce qu'il appelle la loi de la connexion universelle. Les différents aspects de la réalité sont liés. Il n'y a pas d'un côté l'idéologie, de l'autre côté l'économie, d'un troisième côté la politique internationale, d'un quatrième côté la politique nationale. Les choses sont en lien. Il y a un système lié au mode de production dominant qui détermine ces dimensions-là. La compréhension des liens entre les différents aspects, c'est une des premières lois. Quand j'analyse une situation, j'analyse la guerre en Irak, mais attends, la guerre en Irak, elle est en lien avec quoi? Peut-être en lien avec la crise économique qui est vécue en Occident. Peut-être en lien avec la crise de surproduction. Peut-être en lien avec les mouvements sociaux qui se développent, etc. On nous met en avant le problème du foulard en France qui serait le problème central, etc. Ça, c'est la folie d'un Macron ou la folie d'un Hollande avant ou la folie... Ou est-ce que c'est en lien avec des luttes sociales qui se développent, en lien... La recherche des liens est une des dimensions essentielles, c'est une des premières lois que nous dit Marx. N'analysez pas les questions séparées les unes des autres. Il n'y a pas une politique extérieure qui soit dissociée de la politique intérieure. C'est un tout, c'est une dimension systémique.
Ça, c'est la première loi. La seconde loi, c'est que tout est en mouvement. Les réalités bougent. Et c'est la saisie du mouvement de ce qui se transforme est une des dimensions importantes pour comprendre la réalité. La troisième loi que formalise Marx, c'est que toute réalité n'est compréhensible que si on saisit les contradictions qui la travaillent. C'est-à-dire les oppositions d'intérêts à l'intérieur de cette réalité, qui font que certains vont développer cela et d'autres vont s'y opposer. C'est la saisie des contradictions qui est essentielle. Pour moi, c'est une dimension centrale, cette troisième loi. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, plein de gens en arrivent, à mon sens, alors peut-être que certains seront choqués ici, à dire des bêtises sur, par exemple, ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, ou ce qui se passe avec la Chine, etc. C'est l'incompréhension de ce qu'il y a comme contradiction aujourd'hui. C'est quoi les contradictions qui font que tel ou tel type de décisions sont prises, etc. Et la dernière loi, c'est que, en réalité, le changement est un changement qui, même dans des périodes où on pense que ça ne change pas, eh bien, les choses sont en train de changer. En réalité, les changements commencent d'abord par des petits changements, infinitésimaux, impalpables, jusqu'au jour où ça devient un changement qualitatif. Notre collègue, là, elle parle avec... excusez-moi, je vais reprendre ma fonction de formateur habituelle. Hein. Donc, j'ai un mode peu académique de formation. Notre collègue, elle essaye dans sa boîte, que ses collègues fassent grève. Et ça fait des années. Et elle a tendance à renoncer. D'abord, elle a eu une position gauchiste en disant c'est tous des cons, je vais arrêter de leur parler. Et puis un jour, elle a eu la chance d'être en formation avec Saïd Bouhamar. Et elle s'est dit non, je ne vais pas arrêter de leur parler. Non. Je vais continuer à lui parler. Et son collègue, qui depuis des années discute avec elle et qui n'a jamais fait grève, voilà que cette année, il commence à faire grève. Pourquoi ? Parce que toutes les discussions qu'elle a eues avant, quand bien même il n'a pas fait grève, ben dans sa tête, ça travaillait. Il y avait des changements invisibles, petits, pas assez suffisants pour qu'il décide de faire grève. Et puis au bout d'un certain temps, eh bien ça a bougé. Il a décidé de faire grève. Les changements commencent par ces petits changements. Et ce qu'on peut considérer comme ça change pas le monde, ça transforme pas la réalité, ben non, c'est pas pour rien quand on milite, ça apporte toujours quelque chose, même si il faut du temps pour que ça se transforme. Autre élément de précision, et puis après on attaquera, non il m'en reste deux, vous avez, c'est sur l'importance de la formation politique. Ici nous avons la chance d'être accueillis par l'ANC, mais il y a des gens de différentes organisations, associations, syndicats, etc. Il faut absolument développer partout où l'on est les espaces de formation. Pour la raison que tu as soulignée tout à l'heure, qui est une raison que met en évidence un grand monsieur qu'il faut absolument remettre à l'étude, qui est Antonio Gramsci. Les dominants, depuis les débuts de l'humanité, depuis les premières oppressions historiques, n'ont jamais gagné uniquement par la force physique. Jamais. S'il n'était question que de force physique, les dominés l'auraient déjà emporté depuis longtemps. En termes de rapport de force physique, les dominés sont plus nombreux que les dominants. Et à toutes les périodes, depuis les débuts de l'hominisation jusqu'à aujourd'hui. C'est donc bien autre chose qui fait que les dominants restent dominants. Ce qui fait que les dominants restent dominants, c'est qu'ils ont les outils, les moyens de l'hégémonie culturelle, c'est-à-dire de diffuser leur vision du monde, leur lecture du monde, leurs mots pour comprendre la réalité. Parfois, un mot suffit à orienter une attitude. Et c'est pour cela que le combat sur les concepts n'est pas un combat neutre. Si Marx a appelé l'extorsion du travail plus-value, ça n'est pas pour rien. Ce mot, il est devenu en lui-même la porte d'entrée pour comprendre l'exploitation. Lorsqu'au sein de la CGT, par exemple, je vois parce que c'est mon combat actuel, j'essaye de réintroduire la notion de plus-value dans les formations de base, parce que dans les formations de base niveau 1 de la CGT, dans plein d'endroits, on vous parle de valeur ajoutée. Valeur ajoutée, ça nous indique quoi ? Que capital et travail participent tous les deux à la production de valeur. Plus-value, c'est une clarté historique,
c'est plus-value, c'est les travailleurs qui produisent la nouvelle valeur. Et donc les mots, le combat, la formation, c'est ce qui nous permet de reconquérir l'hégémonie culturelle. Et c'est donc une dimension qui est essentielle. Et dernier point, tu as souligné, toujours en lien avec la formation politique, tu as souligné la notion de classe en soi. Un des grands apports de Marx, ça a été justement de souligner qu'il ne suffit pas d'être une classe objective pour être une classe qui se bat pour ses intérêts. Il n'y a pas besoin de réunion pour qu'il y ait une classe ouvrière. Il n'y a pas besoin de réunion, on n'a pas besoin de se réunir. La classe ouvrière, elle est une réalité objective. Le capitalisme crée la classe ouvrière. La classe en soi existe. L'enjeu, c'est comment on passe d'une classe en soi à une classe pour soi. C'est-à-dire une classe qui défend ses intérêts, qui a la conscience d'être une classe et qui défend ses intérêts. Si vous propulsez cette démarche-là à l'échelle anti-impérialiste, vous avez la même logique qui va apparaître. L'enjeu anticolonial n'est pas de produire des colonisés. Les colonisés sont là, de fait. C'est les colonisés doivent devenir des colonisés pour eux-mêmes, c'est-à-dire qui se battent pour l'abolition de la colonisation. Et donc cette logique de classe en soi et pour soi, c'est une dimension essentielle, et ça passe par l'idéologie et par la formation. Voilà ce que je voulais dire en introduction.